à fait toutes les conclusions sur les mutations qui sont en cours, mais j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Je passe effectivement immédiatement la parole au professeur Benoît Meyer, qui a sans doute, je crois, une approche un peu différente, qui est professeur donc, à la Chinese University de Hong Kong et qui va nous parler de l'atténuation du changement climatique comme, avec un point d'interrogation, une obligation découlant ou non des traités relatifs aux droits de l'homme. Benoît, vous avez la parole également pour 20 minutes. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, c'est assez difficile de suivre une présentation d'une telle qualité, d'une telle clarité. Je vais essayer d'être bref. Je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'un débat. J'ai un point de vue différent de celui qui a été présenté auparavant, mais je crois qu'il s'agit en fait du verre plein, du verre à moitié plein et à moitié vide. Je vais montrer qu'il est à moitié vide en même temps qu'il est à moitié plein. Donc, ma vision est peut-être met plus l'accent sur l'aspect négatif ou pessimiste, à mon sens réaliste plutôt que pessimiste. Il me semble que la présentation qu'on a entendue met plus l'accent sur le droit tel qu'il devrait être plutôt que le droit tel qu'il est. Et l'article que je vais présenter essaye en fait de vraiment présenter le droit tel qu'il est d'une manière objective autant que je peux, basé sur les principes généraux d'interprétation des traités, le consentement de l'État, l'évolution à la lumière de la pratique dominante des États. Je trouve assez étonnant, par exemple, un contentieux en ce moment devant la Cour européenne des droits de l'homme, où la partie requérante demande à ce que 33 États, il me semble, du Conseil de l'Europe, voient une obligation renforcée d'atténuer le changement climatique à la lumière de la doctrine de la communauté de vue, qui est en fait une réflexion de la pratique des États. Si 33 des États membres du Conseil de l'Europe ne suivent pas une pratique, il me semble que cette pratique n'est pas une pratique dominante et donc n'est pas partie du traité. Donc, cette présentation, si vous voulez, va être une sorte de critique de l'arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas dans l'affaire de Rojanda, qui a été mentionnée auparavant, qui me semble être une interprétation peu convaincante de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêt se base finalement sur un syllogisme très simple, sur l'idée que l'État a l'obligation de protéger les droits à la vie et à la vie privée des individus sur son territoire, que le changement climatique affecte l'existence de ces droits et que, par conséquent, l'État doit prendre des mesures, toutes mesures utiles, pour atténuer le changement climatique. Donc, c'est un syllogisme très simple. Simplement, il me semble qu'il y a des petites nuances à apporter sur le prémisse majeur de ce raisonnement. La conséquence du raisonnement mis en place par la Cour, c'est que l'État doit se conformer au droit coutumier international en la matière, ce qui me semble ne pas forcément suivre du raisonnement, et je vais y revenir plus tard. Et en conséquence, la Cour a imposé sur les Pays-Bas une obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% en 2020 par rapport à 1990, sur la base de la lecture que la Cour fait du droit coutumier international, que la Cour pense être intégré à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est un raisonnement qui a un avantage stratégique évident, et il me semble que la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est que le droit des droits de l'homme a des mécanismes mis en œuvre qui ne sont pas disponibles dans d'autres systèmes de traités. Les États n'ont pas accepté de mettre en œuvre, de mettre un mécanisme de mise en œuvre sous la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et je pense qu'il y a une sorte de stratégie d'essayer de contourner ce refus des États, qui peut marcher ou non, et qui, à mon sens, est assez difficile à mettre en place. Pour revenir sur d'autres arrêts qui ont été mentionnés auparavant, milieu défoncier, c'est un arrêt qui est basé principalement sur la responsabilité extra-contractuelle et non pas vraiment sur les droits de l'homme. Il mentionne les droits de l'homme, mais c'est vraiment le décor, si vous voulez. La Cour fédérale allemande est un arrêt basé sur la Constitution allemande, donc il y a un champ d'application différent de la Convention européenne des droits de l'homme. Et j'interprète l'opinion les vues du comité sur les droits des enfants dans l'affaire Chiara Sacchi d'une manière un peu différente. Il me semble que le contrôle effectif sur les émissions n'implique pas forcément le contrôle effectif sur les personnes affectées par les émissions.
il y a une autre affaire qui suit un petit peu le raisonnement de Urgenda, c'est l'affaire Klimatzak contre la Belgique. Bien qu'elle se base également sur le droit de responsabilité extra-contractuelle, elle mélange un peu les deux aspects. Mais en général, l'argument suivi dans Urgenda n'a pas été suivi dans les autres cours. Il y a un nombre d'arrêts où ce jugement a été rejeté, que ce soit aux États-Unis, en France, à 2 reprises, et dans d'autres instances. Donc, les liens entre le changement climatique et les droits de l'homme, à mon avis, ne fait aucun doute. Je suis d'accord là-dessus. Il y a clairement un impact du changement climatique sur la jouissance des droits de l'homme. Ce qui me paraît plus difficile, c'est de faire le lien entre cet impact sur la jouissance des droits de l'homme et une obligation d'atténuation. Il y a un raisonnement très clair qui me paraît parfaitement convaincant dans l'affaire Leghari contre Pakistan, qui interprète les droits de l'homme dans la constitution pakistanaise comme requérant obligeant l'État à mettre en œuvre un mécanisme d'adaptation pour réduire les impacts du changement climatique sur le territoire. Ces mesures sont mises en place par l'État pour le bénéfice des citoyens de l'État, et donc il y a vraiment, tout se passe sur le territoire de l'État, et il y a un bénéfice immédiat pour les habitants du territoire de l'État. C'est un peu différent quand on regarde la question de l'atténuation du changement climatique, puisqu'il n'y a plus dans ce cas ce lien immédiat, direct entre la mise en œuvre de mesures d'atténuation par un État et la protection effective des droits sur le territoire de cet État. Et je vais y revenir avec l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas émettent 0,5% plus ou moins des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le jugement dans l'affaire Urgenda, d'après mes calculs approximatifs, aboutit à réduire les émissions de l'État en 2020 de 9% par rapport aux projections que l'État pensait atteindre en 2020. Ça aboutit à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2020 de 0,03%. Et évidemment, ce qui cause le changement climatique, ce n'est pas l'émission en continu, c'est le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et le CO2 reste dans l'atmosphère pendant des siècles. Donc, ça a un impact encore moindre sur la concentration de gaz à effet de serre, au moins dans les années ou décennies à suivre. Donc, il y a un bénéfice extrêmement limité, pour ne pas dire inexistant ou théorique, sur la jouissance des droits de l'homme aux Pays-Bas. Il est complètement impossible de voir une personne aux Pays-Bas qui n'aurait pas survécu aux impacts du changement climatique si ces mesures n'avaient pas été mises en œuvre. D'autre part, ces mesures ont un coût. Et c'est un peu l'aspect Janus qui a été mentionné avant. La mise en œuvre de mesures d'atténuation implique des coûts importants, que ce soit pour changer le système énergétique ou d'autres systèmes. D'après l'association Urgenda, ça aurait coûté 3 milliards d'euros aux Pays-Bas de mettre en œuvre ces mesures. Donc, je pense qu'il faut se poser la question du coût d'opportunité. Qu'est-ce que les Pays-Bas auraient pu faire avec ces 3 milliards d'euros? Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec ces 3 milliards d'euros s'ils n'avaient pas mis en œuvre ces mesures imposées par la Cour? Et à mon sens, ça me paraît probable, pour ne pas dire évident, qu'il y aurait eu de meilleures manières de protéger le droit à la vie ou le droit à la vie privée aux Pays-Bas en dépensant ces 3 milliards d'euros d'autres manières. S'il s'agit ici vraiment de protéger les droits de l'homme, les droits à la vie et les droits à la vie privée aux Pays-Bas, comme la Cour l'affirme. Je ne dis pas je ne suis pas du tout en train de militanter contre l'atténuation du changement climatique. Je suis en train simplement de questionner la possibilité de mettre cet argument dans l'application d'un traité sur les droits de l'homme. Les bénéfices des mesures d'atténuation l'emportent largement sur les coûts de ces mesures dans une optique globale, si on prend en compte l'impact du changement climatique au niveau de la planète et sur le long terme. Mais ça me paraît beaucoup plus difficile à justifier si on ne regarde que l'impact du changement climatique sur le territoire des Pays-Bas. Et le problème, c'est que l'obligation d'un État de protéger les droits de l'homme est principalement une obligation territoriale. Je pense que cet arrêt pose aussi une question plus fondamentale de ce qu'on attend des traités sur les droits de l'homme, de la protection générale des droits de l'homme. Les droits de l'homme visent à la protection de l'individu contre la poursuite d'objectifs d'intérêt général.
Je pense que c'est dans le nom même, droit de l'homme. Ce n'est pas le droit de la communauté, ce n'est pas l'intérêt commun, c'est le droit de l'individu qui est protégé contre la poursuite de l'intérêt commun. L'atténuation du changement climatique, à mon sens, est un objectif d'intérêt général et non pas une matière de protection des droits de l'individu. Évidemment, tout objectif d'intérêt commun a des impacts sur les individus. La plupart des traités sur les droits de l'homme mentionnent des objectifs d'intérêt général qui permettent de réduire ou de limiter la protection des droits de l'homme, comme la santé publique, la sécurité nationale. Ces objectifs contribuent également à la protection des droits de l'homme. La santé publique est clairement des liens avec les droits de l'homme, la sécurité nationale également. Il n'en demeure pas moins que ce sont des objectifs d'intérêt général tels qu'ils sont conçus et que l'atténuation du changement climatique est beaucoup plus proche de ces intérêts d'objectifs généraux qu'elle n'est d'une mise en œuvre habituelle des droits de l'individu contre la poursuite de l'intérêt commun. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que cette distinction entre la protection des droits de l'individu et de la poursuite d'intérêt général est vraiment substantielle au traité sur les droits de l'homme ou au droit général des droits de l'homme. Et que, à mon sens, le test, la distinction entre un intérêt d'objectif général et la protection d'un droit individuel, c'est la possibilité d'identifier une victime ou une victime potentielle. Et je suis tout à fait au courant que le Comité des droits de l'enfant a reconnu la possibilité d'identifier une victime des changements climatiques, mais c'est quelque chose qui me paraît aberrant. Il me paraît très difficile, voire impossible, d'identifier une victime de l'absence de mesures d'atténuation mises en œuvre par un État. Il y a un lien tellement ténu entre ce qu'un État peut faire et l'impact du changement climatique sur une personne que ce lien ne me semble pas être ce qui peut considérer comme une victime. L'image à droite, c'est pour me rappeler le risque que le raisonnement dans l'affaire Ojanda pourrait être appliqué dans d'autres affaires. On pourrait justifier une mesure antiterroriste comme la protection des droits de l'homme, de la même manière que la Cour a justifié l'atténuation du changement climatique comme la protection des droits de l'homme. Une mesure contre le terrorisme vise à protéger l'intérêt général, elle vise à protéger les droits de l'homme dans le sens où le terrorisme a potentiellement un impact sur des individus d'une population et ainsi l'État pourrait justifier la mise en œuvre de mesures répressives pour la protection de la sécurité nationale. Donc si on commence à mélanger la protection de l'individu et la poursuite de l'objectif d'intérêt général, on arrive à finalement déléguer à des cours le droit de décider ce que l'État doit faire pour la poursuite d'objectifs politiques et finalement de prendre les manettes entièrement sur toute question politique, il me semble. Le problème plus technique que l'affaire Ojanda pose, c'est le problème de la territorialité. J'ai mentionné plus tôt les traités sur les droits de l'homme obligent les États à protéger les droits de l'homme sur leur territoire. Et il y a bien sûr des arrêts et des opinions qui ont essayé d'élargir un petit peu. Il y a une application extraterritoriale des droits de l'homme dans certaines situations, en temps de guerre dans un territoire envahi ou personnes directement affectées par un agent de l'État. Mais il reste du moins que les traités sur les droits de l'homme parlent de territoire ou de juridiction et par là même essayent de réduire l'application territoriale géographique des traités. Et il me semble impossible de juste mettre ça à la poubelle et d'appliquer le traité au niveau international sans aucune limitation. Ça ne me semble pas être la pratique générale des États. Si vous regardez ce qui se passe avec les vaccins contre le Covid, par exemple, les États sont égoïstes et il ne me semble pas possible pour une Cour de changer cela. Il y a d'autres contre-arguments que je n'ai pas vraiment le temps de traiter, mais la question de l'obligation générale de coopération a été mentionnée. C'est une obligation qui existe sous la Charte des Nations Unies, mais qui, à mon sens, n'existe pas sous les traités sur les droits de l'homme. Il y a une obligation dans certains traités d'assistance, mais qui ne justifie pas une application générale, mondiale des traités sur les droits de l'homme, à la lumière de la pratique des États en tout cas.
Euh, à mon sens, il y a une possibilité peut-être de contourner ce problème de la territorialité en interprétant l'obligation de protéger les droits de l'homme comme requérant la mise en œuvre de mesures appropriées pour la protection des droits de l'homme sur le territoire de l'État. Euh, si on considère que le changement climatique affecte les droits de l'homme dans le territoire de l'État, dans la mesure où c'est le cas, alors il y aurait la possibilité de dire que la mesure appropriée serait de promouvoir la coopération internationale. Et ça revient un petit peu au même, ça revient à dire que l'État doit mettre en place des mesures d'atténuation pour coopérer avec d'autres États à l'atténuation du changement climatique au niveau mondial. Euh, le postulat de ce raisonnement, c'est que l'État doit agir de bonne foi sur la base du principe qu'il considère que ce qu'il sur la base d'un principe qu'il considère juste et qui, s'il était suivi par les autres États, permettrait de réaliser un niveau de protection optimal pour les droits des individus sur son territoire. Donc, finalement, chaque État devrait agir d'une telle manière que si les autres États faisaient de la même manière, ça permettrait de protéger les droits des personnes sur le territoire de l'État. La différence entre ce raisonnement et l'obligation générale de coopération sous la Charte des Nations Unies, c'est que ce raisonnement que je présente ne s'applique que dans la mesure où le droit en question, dans le territoire de l'État en question, est mis en cause par le changement climatique. Donc, il y aurait une obligation plus forte dans un pays comme les Pays-Bas, particulièrement affecté par les changements climatiques, et beaucoup moins forte dans un pays comme peut-être la Norvège, qui est peut-être moins affecté par les changements climatiques. Il reste cependant la question du contenu de cette obligation qui pourrait peut-être être dérivée d'un traité sur les droits de l'homme. Là, je regarde la Convention de Vienne sur les droits des traités. L'interprétation d'un traité selon l'article 31.3c doit tenir compte des règles pertinentes de droit international. Et c'est sur cette base que la Cour dans Ojanda a finalement appliqué le droit coutumier international. La Cour a finalement incorporé le droit coutumier international dans le traité sur les droits de l'homme, un peu comme un cheval de Troie. C'est la photo. La Cour a fait entrer quelque chose qui était extrané, externe au traité et l'a mise en œuvre en utilisant le traité. Ce qui me semble un peu dénaturer le processus d'interprétation et ce qui me semble trahir le texte, l'objet ou le but ou les autres éléments du contexte à la lumière desquels le traité doit être mis en œuvre. Ce qui me paraît étonnant, par exemple, c'est que l'arrêt dans l'affaire Ojanda suggère que le droit à la vie et le droit à la vie privée seraient exactement la même base pour conclure à l'obligation de l'État de réduire les émissions de 25%. Il me semble que le droit à la vie serait une base juridique plus convaincante que le droit à la vie privée, puisque le droit à la vie privée est moins directement affecté par le changement climatique et peut-être moins fondamental dans le système général des droits de l'homme. Donc, pour conclure, je suggère dans cet article que les États ont une obligation peut-être implicite d'atténuation des changements climatiques en application des traités, mais ça requiert une interprétation relativement poussée et qui ne s'applique que dans une mesure limitée. Les traités sur les droits de l'homme ne permettent de mettre en œuvre les mesures générales, les obligations générales des États de réduire les émissions de gaz à effet de serre que dans une mesure limitée qui dépend de la situation de l'État, du champ personnel d'application du traité, des bénéfices que les mesures peuvent permettre d'atteindre pour la jouissance du droit en question, et aussi des conséquences indésirables pour l'atténuation de l'atténuation sur la jouissance du droit dans le pays en question. Donc, selon cette théorie, il ne suffit pas d'invoquer un droit quelconque dans un État quelconque pour justifier d'une obligation complète de l'État de mettre en œuvre le droit coutumier ou le droit de l'accord de Paris par l'intermédiaire des traités, des mécanismes de mise en œuvre des droits de l'homme. Les mécanismes de mise en œuvre des droits de l'homme permettent de mettre en œuvre le droit coutumier ou le droit conventionnel sur le changement climatique que dans une mesure limitée qui dépend du champ personnel d'application du traité, c'est-à-dire qu'un traité général comme le pacte international sur les droits civils et politiques permet une application plus large qu'un traité plus limité. Le droit invoqué
un droit plus fondamental permet une application plus large de l'obligation générale de mitigation, d'atténuation du changement climatique. Et il faut aussi regarder la situation de l'État, la mesure dans laquelle l'État lui-même, sur son territoire, est affecté par le changement climatique et les impacts des mesures d'atténuation sur la jouissance des droits, sur les droits de l'homme. Voilà, merci beaucoup. J'attends avec impatience vos questions et remarques. Merci beaucoup. Alors là, un respect également parfait du temps. Merci beaucoup, Benoît. C'est très intéressant de vous écouter, finalement d'écouter les deux. Donc, bravo aux organisatrices. C'est très intéressant d'écouter les deux interventions parce que c'est pas simplement le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais ce sont aussi, et Mathias l'a très bien expliqué au début, ce sont aussi deux conceptions du droit international, de la création des règles internationales, de l'interprétation qui vous distinguent, enfin qui distinguent les deux présentations. J'ai tendance effectivement à avoir un petit peu la même approche que celle qui a été présentée par Benoît. Non pas que je ne souhaite pas évidemment que les États aient plus d'obligations, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est plus complexe peut-être que la créativité